Bonjour à tous et bonjour à toutes. Penser sa marque comme accélérateur de business, c'est une évidence. Dans le monde du B2C, c'est presque même un pléonasme. En B2B, on oublie encore trop souvent l'impact que peut avoir la marque sur la croissance. Et aujourd'hui, pour cette table ronde intitulée De la marque au business, quelles nouvelles expériences pour engager, expliquer et transformer, je vous propose 2 cas concrets d'entreprise. Elles se sont réinventées pour mieux acquérir et fidéliser les clients. Ces 2 entreprises, ce sont Talentia et Hyundai Motor France. Pour évoquer leur transformation, je vous propose d'accueillir Béatrice Piquet-Durand. Bonjour Béatrice. Bonjour. Vous êtes Chief Marketing Officer chez Talentia et à vos côtés et à distance, Isabelle Fiedler-Nassir. Bonjour Isabelle. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Vous êtes responsable Business Development B2B, donc chez Hyundai Motor France. À nos côtés, l'incontournable Iria Marquez. Bonjour Iria. Bonjour Thomas. Tu es directrice associée chez Areci, qui est l'agence qui les a accompagnés dans ces transformations. Donc bonjour mesdames et bonjour à vous tous qui nous suivez. Iria, avant d'entrer concrètement dans les changements respectifs de ces 2 entreprises, un mot sur la marque en B2B. Est-ce qu'on peut battre en brèche l'idée que la différence se fait sur le prix? Non seulement on peut, mais il faut battre en brèche cette idée absurde. Comme tu l'as dit, dans le B2C, c'est extrêmement vrai. Un exemple absolu, Apple, les iPhones, 12,5% de part de marché en volume et 30% en valeur. Ça dit tout, pas besoin de prouver. Et tu me diras peut-être que dans le B2B, c'est moins vrai et que finalement, un acheteur, il achète un prix. Il y a une phrase que les Américains adorent et que j'adore aussi, c'est « personne ne s'est jamais fait virer pour avoir choisi IBM ». Ça dit tout. La marque… Ça rassure. Ça rassure bien plus que ça. Ça garantit, ça tranquillise tout le monde. Ça donne le sentiment de fiabilisation de l'achat parce que la marque, elle porte en elle 3 leviers qui sont la notoriété, la légitimité, est-ce que mon offre est légitime ou pas, et la réputation. L'offre peut être légitime et la marque avoir mauvaise réputation. Ces 3 leviers-là facilitent et rendent plus performant tout le reste qu'on va voir tout à l'heure. Alors justement, donnons la parole à nos 2 invités. On va essayer de comprendre comment aujourd'hui vous vous différenciez dans vos mondes concurrentiels respectifs. Je commence avec vous, Béatrice. Donc un mot sur la différenciation et pour mieux comprendre un contexte sur le paysage dans lequel vous évoluez aujourd'hui avec Talentia. Oui, tout à fait. Merci Thomas. Donc en fait, Talentia, c'est une société qui a pour dualité d'être un éditeur français qui évolue sur un marché depuis plus de 20 ans maintenant, qui sont souvent leadés par des acteurs historiques, donc des gros acteurs qui utilisent tous les mêmes codes en fait de communication ou les mêmes façons de s'adresser à leurs clients. Donc ça, c'est pour les solutions de paye et les solutions de comptabilité. Tout le monde en a, donc c'est vraiment des marchés de renouvellement, des marchés de commodités. Et puis, sur d'autres pans métiers, comme la RH et la finance, on a aussi des solutions qui sont plus drivées par des purs SaaS players, typiquement la gestion du capital humain et les plateformes RH pour développer l'engagement des collaborateurs, ou la gestion de la performance financière avec tout ce qui est gestion du budget, tout ce qui est gestion du reporting financier et autres. Entre ces gros mastodontes d'un côté et ces pure players de l'autre, ces nouveaux entrants, comment se positionne Talentia? Voilà. Comment un acteur qui est petit, en fait, soit plus grand que ses pure players, mais avec des codes de communication qui soient pas SaaS, soit des gros mastodontes, comment nous, on se positionne par rapport à ça. Donc, en fait, on a retravaillé complètement le positionnement de l'entreprise avec comme idée de se dire, il faut qu'on ait une identité qui soit propre et qui soit forte. Donc, on a retravaillé le logo de Talentia, on a retravaillé nos messages et on a retravaillé notre identité visuelle au sens large, avec comme approche de dire qu'est-ce qui nous différencie, nous, en tant que Talentia, c'est cette capacité à pouvoir mettre en avant de l'expertise. Et donc, cette expertise, elle doit se traduire
au travers de notre identité visuelle. Donc, on est passé d'un logo qui était plutôt arrondi à quelque chose de très carré. La notion de carré est très très forte puisqu'en fait, quand on parle d'expertise, on parle de mettre les choses au carré. Donc, ce carré est un élément de communication très très fort. Des illustrations qui nous sont propres pour nous différencier parce qu'on est un acteur historique, mais on a un acteur qui utilise les nouveaux codes de communication, qui est centré client et qui veut vraiment se différencier sur des marchés internationaux qui sont soit pur SaaS, soit drivés par des acteurs historiques. Et puis, on a beaucoup travaillé sur la notion d'expertise client, d'expérience client et de positionnement de nos solutions, plus basées sur des cas d'usage que sur une approche produit. Et en fait, la vraie question, c'est pourquoi les entreprises vont choisir de renouveler leur solution de paye ou leur solution de comptabilité, ou pourquoi elles vont vouloir s'équiper d'une solution de gestion de l'engagement ou de gestion de la performance financière. Produits qu'on fait rêver, on raconte une autre histoire, on positionne de l'expertise. On s'adapte en fait aux problématiques de nos clients, le pourquoi est très important et en plus de ça, on a pris le libre arbitre de se dire on ne veut pas aller adresser toutes les tailles d'entreprise, on ne veut pas aller adresser tous les marchés. Qu'est-ce qui fait que Talentia peut vraiment se différencier? C'est par rapport à un ciblage beaucoup plus précis que celui qu'on avait auparavant. Donc, les entreprises de taille intermédiaire. Exactement. Donc, on a renoncé aux entreprises de petite taille et on a renoncé aux grands groupes pour vraiment se focaliser sur une approche d'experts pour accompagner la transformation digitale des entreprises de taille intermédiaire. Un mot, Béatrice, sur les premiers retours clients quand on transforme sa marque, quand on passe un rebranding comme ça. J'imagine qu'on attend les premiers retours à la fois des clients et puis aussi derrière, mais ça on parlera ensuite des performances et des résultats, mais on attend aussi des nouveaux prospects, de nouveaux leads qualifiés et entrants. Exactement. Alors en fait, il y a eu un effet très salvateur et très dynamique. Soit les entreprises nous disaient mais je pensais que Talentia n'existait plus, donc on a redécouvert l'entreprise, donc les clients ont redécouvert l'entreprise. Ça a recréé une dynamique où en fait finalement on se disait mais tiens, c'est un pure player ou c'est un acteur historique. Les gens au début ne savaient plus trop, mais en tout cas ça a remis Talentia sur le devant de la scène sur ces marchés. Et puis il y a eu un effet waouh en interne avec un engagement collaborateur très très fort et une adhésion très très forte des collaborateurs qui se sont sentis investis dans la nouvelle identité visuelle et dans le nouveau positionnement de Talentia. Aussi ça qu'on va chercher, Ria, quand on repositionne sa marque, c'est embarquer finalement toutes ces parties prenantes. Embarquer l'interne, c'est rarement une priorité à l'esprit des marketeurs comme priorité de mission, mais ça reste un levier excessivement important et qui peut être un point de ralliement, on en parlera certainement tout à l'heure, un point de ralliement entre les équipes marketing et leurs efforts et les équipes commerciales et leurs propres efforts. Un mot, Isabelle, sur Hyundai Motor France. Pour souligner ce que dit Iria, c'est qu'au début, on ne l'avait pas perçu en fait. Et en fait, c'est au travers du changement de l'identité visuelle qu'on s'est dit, tiens, il y a une adhésion tellement forte qu'on va aussi décliner la marque employeur. Et on a travaillé en fait sur des infographies, des illustrations et des messages autour de cette identité visuelle pour justement rajeunir aussi notre marque employeur. Isabelle, pardon, je vous donnais la parole pour comprendre aujourd'hui le positionnement. Comment vous êtes allé chercher les clients, avec quels messages, quels outils et quelle approche? Alors nous, il faut savoir que notre stratégie digitale, on l'a véritablement lancée en 2016. Il faut savoir aussi que Hyundai, c'est une marque automobile jeune, un peu plus de 50 ans, là où d'autres marques ont 125 ans ou plus. Une marque coréenne, un géant coréen, et pour autant une marque challenger sur le marché français. En 2016 encore, on a moins de 2% de part de marché, donc un déficit de notoriété. Et donc, tout l'enjeu pour nous en B2B, c'est déjà de s'assurer de bien faire connaître la marque Hyundai, de montrer aussi qu'on est une alternative à d'autres marques généralistes bien plus connues sur le marché. Et notre objectif avec un récit, ça a été en tous les cas de monter une stratégie qui nous permettait de montrer qu'on était une marque, certes à l'époque encore challenger sur le marché, mais qu'on avait de la crédibilité et de la légitimité à accompagner les professionnels de la gestion de flotte, donc des responsables de parc dans des entreprises, des loueurs longue durée, pour les aider à étudier leurs projets de renouvellement de flotte auto.
Pour affirmer ce positionnement, pour affirmer votre légitimité auprès de ces populations, vous avez monté le premier blog constructeur de gestion de flotte. Exactement. Donc, on s'est dit, ben, un moyen de montrer qu'on est crédible et qu'on est légitime, c'est de se positionner comme étant le partenaire de la mobilité des entreprises. Et c'est pour cela qu'on a lancé ce blog Alternative Business by Hyundai, le seul blog constructeur qui traite de la gestion de flotte automobile. Et l'objectif à travers ce blog, c'est vraiment d'accompagner des responsables de parcs automobiles, d'entreprises de taille intermédiaire, de petites entreprises, mais aussi des loueurs longue durée qui, eux, sont des prescripteurs auprès des entreprises et les accompagner dans leur business au quotidien en leur délivrant des contenus à valeur ajoutée. Sur ce blog, on ne va pas parler de produits Hyundai, on va surtout parler du métier de la gestion de flotte automobile en donnant des conseils à travers des interviews d'experts, un éclairage sur les tendances du moment, l'actualité du secteur. Voilà comment on a choisi en tous les cas d'adresser notre cible B2B à travers ce blog. Du coup, le positionnement fait évidemment pas tout, ça se joue ensuite sur l'exécution. Très concrètement, et je reste avec vous Isabelle, sur ce blog, vous donnez la parole aux DG, aux directeurs des différentes business units que vous voulez cibler et du coup, ça crée un lien. Exactement. Donc, sur ce blog, on publie 3 à 5 articles par mois. Des articles qu'on rédige en propre, mais aussi des curations. Donc, on fait le relais de certains articles des médias flotte auto. Mais au travers des articles qu'on rédige en propre, ce qu'on souhaite mettre en avant, c'est l'expertise des gens du métier. Donc, des témoignages de clients qui sont des responsables de parc, savoir comment ils ont abordé leur stratégie de politique de véhicules d'entreprise. Des directeurs généraux ou commerciaux chez les loueurs longue durée pour savoir quelle est leur vision aussi du marché. Et d'autres experts de l'écosystème finalement, tout un écosystème qu'on essaie de mobiliser, qu'on sollicite aussi pour justement orienter au mieux nos différentes cibles B2B que sont les responsables de parc auprès des entreprises, les loueurs longue durée et tout ce qui gravite autour de la gestion de flotte. J'imagine que derrière leur écran, ceux qui nous suivent se disent « mais si moi je veux appliquer la même chose dans mon entreprise, est-ce que les gens vont me répondre? Est-ce qu'ils vont dire oui ?» Et la bonne nouvelle, c'est qu'il y a un sujet dont on parle peu, mais qui est l'ego, Iria, et ça marche. L'ego, c'est génial. Tout le monde a envie de parler de soi, y compris les marques. Hein, c'est même là où elles atteignent la limite du client-centric et du besoin de mettre le client en vedette, c'est que le réflexe naturel, c'est de parler de soi. Et évidemment, on fait tous l'exercice, hormis des conditions de politique, etc. Les entreprises, les témoins adorent prendre la parole. Et alors l'autre bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'ils prennent la parole, quand Hyundai partage ces interviews, c'est qu'eux-mêmes, a priori, vont avoir envie d'en faire la promotion et donc potentiellement vont toucher des gens aussi de leur secteur qui sont aussi peut-être des prospects. Isabelle ? Exactement, donc tous les articles qu'on publie sur notre blog, on les relaie sur LinkedIn. Donc on les publie 1 fois, 2 fois, voire 3. Et forcément, dès lors qu'on sollicite un expert, un client, un loueur, un partenaire et qu'on le tag, ça crée de l'engagement, ça booste en tous les cas l'engagement sur LinkedIn. Donc en tous les cas, ce relais sur LinkedIn, il est vraiment nécessaire pour nous embarquer notre communauté de followers sur notre compte LinkedIn Hyundai Motor France. Mais aussi pour aller ouvrir finalement cette audience et cette communauté de followers qu'on a et les embarquer avec nous pour encore une fois faire part de nos conseils, de nos témoignages et au final montrer qu'on est crédible, qu'on est légitime et qu'on se positionne véritablement pour le marché du B2B comme une marque à considérer dans sa shopping list pour les car policy. Iria, je te vois réagir. Oui, simplement, dans la droite lignée de cette stratégie, aujourd'hui, on développe de plus en plus de stratégies d'influenceurs pour le B2B, hein, on est bien dans le B2B, comme on le fait dans le B2C de façon très standard, en allant chercher justement des blogueurs ou des people professionnels qui ont une grosse masse de followers sur LinkedIn, sur Twitter, et on va les engager dans une relation d'influenceurs pour qu'ils décuplent justement la visibilité dont on parle. Et ce n'est pas qu'une question de nombre de followers, mais aussi d'engagement des communautés. De qualité de l'engagement propre à chaque page. Béatrice, on parlait de positionnement
positionnement, mais ensuite de l'exécution de ce positionnement. Concrètement, chez Talentia, qu'est-ce que vous avez mis en place pour faire connaître finalement cette marque rebrandée? Alors, en fait, c'est une société qui travaillait beaucoup sur des vieilles techniques marketing, donc beaucoup d'outbound et très très peu sur l'inbound. Donc, toute la méthodologie a été de mettre en pratique en fait l'inbound au sein de Talentia, donc refondre le site web pour qu'il soit optimum pour le SEO, retravailler sur le marketing automation, travailler avec HubSpot en fait sur tout ce qui est plateforme inbound, connecté avec l'ensemble des différents outils de l'entreprise et enfin être vraiment visible sur le web et sur les différents réseaux sociaux. Et donc tout ça, ça a été au travers de, pareil, de cas d'usage, au travers de développement de success story et de se dire en fait il faut qu'on apporte une valeur ajoutée aux gens qui nous lisent et qu'on n'ait pas une approche qui soit uniquement centrée produit. Voilà. Avec aussi, je crois, des Creative Labs. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que quand on parle de inbound, on a tendance à dire: «Bah, c'est bon, je vais faire que du web et ça ira bien». Mais en fait, non, on est dans un environnement où les gens ont besoin de se voir, où on doit garder quand même la part de l'outbound. Mais, c'est pas inbound d'un côté, outbound de l'autre. Tout ça, ça s'articule autour d'une stratégie d'accompagnement des entreprises que l'on cible, pour vraiment les accompagner dans la digitalisation de leurs fonctions RH et finance. Les entreprises de taille intermédiaire sont pour certaines et la majorité assez en retard en fait sur la digitalisation de la fonction RH et de la fonction finance et il n'y a pas énormément de cercles de communication, de discussion pour les DRH ou pour les directeurs financiers de la sphère ETI et du coup tout le libre arbitre a été de dire il faut qu'on aille à leur rencontre, il faut qu'on leur donne de la valeur et cette valeur elle doit passer par du contenu au travers de la sphère digitale mais également par des rencontres physiques avec leurs pairs pour pouvoir échanger sur leurs problématiques. On parle beaucoup de digital, hein, mais c'est vrai que rien ne remplace une rencontre, une main tendue, un sourire, c'est aussi comme ça qu'on crée la relation. Eria, on a évoqué quelques outils. Est-ce qu'il y en a d'autres, des outils incontournables là, pour les entrepreneurs ou les responsables des marques qui nous regardent des outils incontournables. Et puis la question d'après, c'est comment on organise tout ça. Alors, les outils incontournables, ce qui était incontournable hier n'est plus forcément aujourd'hui et inversement. Aujourd'hui, on tend beaucoup vers, comme je l'évoquais tout à l'heure, cette notion d'influence, c'est-à-dire d'aller chercher des gens qui ont des réputations pour en faire des leviers de visibilité pour la marque et pour ses offres. C'est à la fois un exercice de branding et un exercice presque de commercial, de pré-commercial, tu vois. Dans les grands leviers, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate avec une amplification de la situation liée au Covid, liée au confinement, etc. Une surpression de l'attente de la cible B2B par rapport au digital. Hein. On est challengés tous parce que le B2B est aussi un B2C quand on parle de la cible hein, et qu'il a un attendu, il a un confort dans ses On s'est habitué à certains usages qu'on a envie de retrouver. Voilà, monte absolument. Ça nous met en challenge sur quoi? Sur l'expérience qu'on propose au sens large et sur notre capacité à aller directement à la cible. Béatrice et Isabelle, chacune à leur façon, l'ont évoqué. Nous, on y répond notamment par des approches ABM extrêmement pointues pour aller chercher de la qualité du très haut contributeur en termes de cible prospect et à l'autre extrême, capter cette cible diffuse qui est aujourd'hui extrêmement compliquée à atteindre du fait de la distanciation, du fait du télétravail, etc. La cible diffuse des TPE, des très petites PME et on les atteint aujourd'hui avec du e-commerce. Le contexte élargit le périmètre. On parle de marque, on l'a bien compris, la marque, ce n'est pas que de la notoriété, ce qu'on cherche, c'est de la performance, c'est des résultats. Alors parlons des résultats, je commence avec vous Isabelle. Qu'est-ce qui a marché? Est-ce qu'on a quelques chiffres, quelques datas qu'on peut partager avec les spectateurs? Alors nous, c'est vrai qu'on a donc le blog avec des articles qu'on relaie sur LinkedIn. Il faut savoir aussi que sur LinkedIn, notre parti pris, c'est d'avoir à 60% des contenus B2B qui traitent de la gestion de flotte. Hein. Donc il y a un vrai parti pris sur nos publications LinkedIn.
On a un rythme aussi de publication assez soutenu, hein, puisqu'on publie 5 à 7 posts par semaine. Et ce qu'on voit en tous les cas bien fonctionner, alors c'est certes les relais des interviews d'experts, hein, qu'ils soient des témoignages de clients, des loueurs longue durée ou d'autres experts hein, de l'écosystème gestion de flotte auto. Mais ce qui fonctionne aussi, et pour nous c'est important, ce sont des publications sur les produits. Il n'y a pas si longtemps, on a fait une journée événement sur LinkedIn en mettant à l'honneur notre Tucson, hein, un SUV emblématique de la marque, la nouvelle génération, qui se lance tout juste là dans les concessions. Et on a fait une journée dédiée à travers 4 posts au cours de la journée. Et on s'est rendu compte véritablement que d'avoir des belles photos produits, d'avoir aussi des insights sur l'habitacle, sur l'offre de motorisation électrifiée, sur voilà, le produit en tant que tel, ça fonctionne et on a eu jusqu'à 26% de taux d'engagement sur l'un des postes de la journée, ce qui est vraiment extrêmement fort. Voilà, exactement. Donc finalement, voilà, vous le voyez à l'écran. Et c'est vrai que c'est important pour nous, d'autant plus dans ce contexte parce que vous vous doutez bien que nous, un enjeu important, c'est de faire essayer nos modèles, nos voitures. Avec le contexte, ça devient forcément plus compliqué. Donc d'avoir su créer en De les faire rentrer dans la voiture à travers les images. exactement, c'est un moyen en tous les cas de leur faire découvrir ce qu'est l'habitacle de cette voiture, ce qu'elle propose en termes de motorisation, quelles sont les nouveautés au niveau des équipements, des fonctionnalités. Et en tous les cas, on a été super fiers d'avoir su performer avec cette journée événement sur LinkedIn. Un autre sujet, je crois, qui marche assez bien chez vous, et c'est toujours intéressant d'avoir des retours. Alors, ça ne s'adapterait peut-être pas aux entreprises de tous les gens qui nous suivent. Néanmoins, c'est aussi les sujets très techniques autour de la fiscalité, parce que c'est aussi des sujets. Oui, exactement. La fiscalité, c'est le nerf de la guerre, hein, qu'on soit un particulier ou un professionnel. Forcément, c'est une question importante. Les entreprises sont assujetties à la TVS, à la taxe sur les véhicules de société. Il y a un enjeu grandissant tant pour les particuliers que pour les professionnels de verdir les flottes automobiles. Et vous vous doutez bien que les lois de finances, c'est jamais facile à décortiquer. Donc, nous, ça a été important très vite d'avoir une rubrique dédiée sur la fiscalité sur ce blog Alternative Business parce qu'on sait très bien qu'en tant que responsable de parc, y voir clair dans la fiscalité du véhicule d'entreprise avec la complexité des différents barèmes, des grilles, le bonus, le malus, la TVS. C'est nécessaire. L'avis de vos communautés, de vos prospects, pour les transformer en clients. Béatrice, 40% de newbies, je crois une réduction du cycle de vente incroyable chez Talentia. On va en savoir plus. Oui, tout à fait. En fait, on a fait plus de 40% de newbies, donc ça, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que la démarche inbound a vraiment généré de l'attractivité sur des clients qui étaient soit en phase de renouvellement de leur système d'information, soit en phase d'équipement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'on a presque atteint la barre des 10 000 followers sur LinkedIn en l'espace d'1 an. Donc, on a augmenté notre notoriété sur LinkedIn. Et puis, effectivement, un taux de conversion qui, normalement, est autour de 8 à 12 mois, qui, via le web, en fait, s'est retrouvé proche des 4 à 7 mois. Voilà. Donc, on voit bien que quand on attire des gens via le web, on a un taux de conversion qui est supérieur et un cycle de vente qui est beaucoup plus court. Ça va plus vite et c'est plus facile qu'en approche directe. Oui, tout à fait. En tout cas, sur le début, parce qu'en fait, les gens qui viennent, ils ont un projet, ils ont déjà fait toutes leurs recherches par eux-mêmes sur le type de solution qu'ils souhaitaient. Donc, ils sont déjà dans un tri, dans une sélection de 2-3 acteurs. Et en fait, après, si vos collaborateurs sont efficaces et que votre solution fait le job, voilà. La question maintenant, c'est la volumétrie et conserver ces métriques. Exactement. Pour 2021, c'est bump up the volume. Donc, c'est maintenant que ça marche, on augmente. Et puis, on réplique aussi sur d'autres territoires, puisqu'on a pris la France comme pilote pour montrer que ça marchait et commencer à insuffler cette démarche digitale au sein de l'organisation. Maintenant, c'est l'Espagne, l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne et autres. Et puis, c'est se rapprocher petit à petit sur aussi monter dans la sphère CXO. Donc, se rapprocher des dirigeants
d'entreprise, puisque les entreprises de taille intermédiaire sont gérées par des hommes. À la tête de ces entreprises, il y a des fondateurs ou il y a des créateurs. Et du coup, il faut qu'on leur apporte aussi du contenu sur ça veut dire quoi la digitalisation au sein de l'organisation et comment ça se décline après sur les différentes fonctions métiers. J'ai une question qui n'était pas prévue, Béatrice, mais vous êtes présent à l'international. Est-ce qu'on a la même approche de marque dans tous les pays, en sachant typiquement que le tissu industriel d'ETI n'est pas le même dans tous les pays? Oui, tout à fait. Alors en fait, le ciblage n'est pas tout à fait le même, donc on affine le ciblage en fonction des territoires. Par contre, la démarche est vraiment identique, donc que ce soit de l'inbound, de l'outbound ou du content factory. Cette démarche-là, elle est centralisée au niveau corporate parce que ça n'a aucun sens d'avoir une approche de gestion de contenu qui soit différenciée et une approche digitale qui soit différenciée également. Il n'y a que l'ajustement sur le ciblage, effectivement, parce que quand on parle d'ETI en France, sur le territoire, enfin, le schéma géographique et le schéma des entreprises en Italie n'est pas tout à fait le même. Un mot, si vous le voulez bien, je vais vous demander de vous livrer en toute transparence parce que c'est riche d'enseignements. Est-ce que sur le sujet marketing en B2B, donc vos sujets, il y a des choses que vous avez plantées ou des choses où en tout cas après coup vous dites on aurait pu mieux faire? Je reste avec vous d'abord, Béatrice. Oui, alors, nous, on s'était planté au départ parce qu'on était persuadés que tout ce qui était digital, web, on pouvait le faire nous-mêmes. Donc, on s'était dit, à partir du moment où on installe le bon outil, il n'y a pas de problème, tout va marcher. Et puis, en fait, on s'est rendu compte que non, parce que ça demande vraiment de l'accompagnement sur le changement des équipes marketing, parce que finalement, c'est pas si simple que ça. Ça a des implications sur tous les outils marketing et ça a des implications qui vont au-delà de la sphère marketing, jusqu'à l'équipe commerciale et les outils commerciaux. Et donc, se faire accompagner, c'est garantir le succès et c'est aller beaucoup plus vite. Donc, mon conseil, c'est ça, c'est d'essayer de ne pas y aller tout seul. Ça, c'est le premier conseil. Le deuxième grand conseil, c'est de ne pas essayer de tout faire d'un coup et de se mettre des enjeux ou en tout cas des objectifs trop ambitieux. Sujet aussi sur la relation qu'on arrive à construire entre les équipes sales et market. Exactement, donc c'est y aller par étapes de quick win. C'est si on veut aller chercher tout de suite un chiffre d'affaires X ou des retombées Y, on va pas y arriver. Donc je pense qu'il faut être assez humble en fait dans la démarche et se dire on teste, on regarde, ça marche pas, et puis y aller petit à petit, puis impliquer l'ensemble des équipes, les équipes marketing, les équipes commerciales et communiquer sur les succès qui sont générés. Isabelle, on refait le film de tout ce qui a été fait ces dernières années. On se dit, qu'est-ce que j'aurais dû changer? Je rejoins Béatrice dans le sens où il faut tester, et c'est vrai que c'est un des conseils, il faut tester. L'avantage du digital, c'est qu'on peut très vite mesurer si ça fonctionne ou pas. Béatrice parlait tout à l'heure des 10 000 followers sur LinkedIn. Alors bravo, parce qu'a priori, ça a été très rapide à atteindre. Nous, on a franchi le cap des 10 000 il n'y a pas si longtemps. Et dans cet objectif d'aller faire grossir notre communauté de followers, il y a forcément comment est-ce que je crée plus d'engagement sur LinkedIn, comment j'arrive à mobiliser en tous les cas ma communauté et l'audience. Et c'est vrai qu'on a cherché à un moment donné à engager des responsables de parc en livrant via commentaire sur un post leurs meilleurs conseils à leur pairs. Et on l'a fait une fois, deux fois, et puis on s'est rendu compte que malheureusement, en tous les cas, il n'y avait pas beaucoup de gens qui se prêtaient à leur témoignage à travers ces commentaires. Donc, on s'est dit que ce n'était pas le bon moyen, donc on a fait différemment. Mais ce qui est important, effectivement, c'est de tester. Et l'avantage, encore une fois, c'est que très vite, on se rend compte si ça fonctionne ou pas. Vous parliez de LinkedIn, il y a quelque chose que vous m'avez dit, Isabelle, quand on préparait cette émission. On n'a pas eu l'occasion d'en parler, mais je trouve ça intéressant comme tips à partager. C'est que typiquement, un contenu qui marche, vous allez le partager une fois, deux fois, trois fois. Exactement. Alors, on peut penser, oh là là, mais finalement, si on publie 3 fois, on va sursolliciter nos abonnés. Ils vont se dire, on passe toujours la même chose. Mais non, on le sait très bien, tout à chacun au quotidien. On ne suit pas forcément le même fil d'actu tout le temps. Donc, nous, en tous les cas, on publie une fois, deux fois et parfois une troisième fois. Et puis, on se rend compte que… Pardon, je vous coupe Isabelle, mais est-ce qu'on poste littéralement la même accroche, la même photo qui dirige vers le même post, le même article de blog, ou est-ce qu'on adapte? On le fait généralement 2 fois à l'identique, et puis des fois, c'est la première publication qui performe plus que la deuxième, mais des fois inversement.
Et puis parfois, on se dit, allez, tiens, on va tenter peut-être un visuel différent, un petit post tourné différemment. Voilà, en fait, il n'y a pas de règle. Malheureusement, il n'y a pas de règle, mais il faut laisser la chance au contenu, en tous les cas, de vivre sa vie. Dans Rocky, la règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. Mais alors, quand même, quelques règles de marque. Iria, avant de parler des grands sujets, des grandes tendances de marque, notamment ce que vous faites chez vos différents clients, je serais curieux de savoir quels sont aujourd'hui les freins, en fait, qui bloquent les entreprises, qui les empêchent de se dire « je prends ma marque en main ». Alors, un frein vieux comme le monde ou vieux comme le marketing, le budget. Les budgets qu'on a Ça coûte trop cher. Ça coûte trop cher. On revient à notre sujet du début, le prix. Le deuxième sujet qui n'a fait que grandir globalement depuis ces 20 dernières années, c'est cette fameuse pression des objectifs au quarter. Et donc la fragmentation de la vision marketing, non pas parce que les marketeurs sont moins compétents, ils le sont de plus en plus, mais parce qu'on ne leur donne pas le choix d'imaginer l'avenir à une plus grande échelle que le quarter. Or, une souvent. communauté, ça se construit sur le long terme, Exactement, une relation. Exactement, tout effort marketing, on le voit bien là, avec les évolutions incroyables qu'ont fait Béatrice et Isabelle, chacune sur leur marque, avec l'accompagnement de l'agence d'Aréci. Tout se fait dans le temps. Il faut essayer, avancer, etc. Et aujourd'hui, on n'a pas le loisir de ce temps si on ne se retrousse pas les manches et qu'on se bat pour l'avoir. En un mot, en 2 ou 3 mots, allez, en 1 minute 46 pile poil, quelles sont les grandes tendances de marque du moment? Alors c'est bien que j'ai du temps parce qu'il y a beaucoup de tendances actuellement, des tendances qui sont liées au contexte très particulier et puis des tendances qui sont liées à la fois à l'affluence des martech. Hein. On voit tous ces tableaux qui nous montrent à quel point aujourd'hui on a à peu près 7000 solutions marketing techno, toutes les plus silotées les unes que les autres. Parfois difficile de faire un choix. Toujours difficile de faire un choix quand on n'a pas tout essayé. Hein. Donc, la première tendance, c'est effectivement la démultiplication de la techno et la difficulté, comme Béatrice et Isabelle l'ont souligné, de imbriquer les choses, de garder le tempo. Parce qu'une fois que tu installes une techno, même en imaginant qu'elle est totalement en bridge avec ce qui doit être en amont et en aval, encore faut-il soutenir et rester cohérent sur son utilisation. Ça, c'est la première tendance. La deuxième tendance, lourde et qui a été largement évoquée, c'est la dimension d'expérience client, de plus en plus exigeante, parce que tout le monde va sur le digital et que le digital est une source d'émotion, de sensations et de perception de la marque. Ce n'est pas seulement une façon de vendre, c'est comment est-ce que je me sens dans la relation digitale avec les richesses de contenu qu'on a vues, des partis pris, comme l'ont fait Hyundai en matière de social, par exemple. Je prends le parti de me poser sur un territoire. Donc après l'ABM, ça va être l'ABX, le Count Based Experience. Voilà, donc l'ABM, c'est effectivement une tendance super lourde et qui s'affine on parle beaucoup de gros hacking en ce moment, même si c'est un habillage de l'ABM. Et puis, ce que je trouve être une grosse tendance générale, c'est le fait d'affiner ses stratégies en fonction des cibles. J'ai de l'ABM, des choses extrêmement pointues, extrêmement réactives sur les grands comptes, et j'ai du e-commerce. On développe actuellement à l'agence énormément on répond à des demandes de e-commerce flagrantes. Et puis, je rajouterai un dernier élément qui est en ligne avec ce qui vient d'être évoqué, c'est les tableaux de pilotage. Aujourd'hui, une façon de défendre ses budgets et d'aller dans le juste, c'est d'en avoir une vision, facts and figures. Si on n'a pas de data, c'est compliqué de prouver qu'on a réussi. Impossible. Tout à fait. Alors, mesdames, pour conclure, en un mot, je vais vous proposer de faire un peu de prospective et de compléter cette phrase en un seul mot. Vous pouvez répéter la phrase, ce sera notre mantra. Demain, la marque sera, je démarre avec vous, Iria. Expérientielle. Demain, la marque sera expérientielle. Isabelle. Grandit. Je pense que tous, on va s'enrichir de tout ce qui se passe en ce moment. Et la conclusion est à Béatrice. Demain, la marque sera digitale.
Et tout de suite, la marque, on va continuer d'en parler, on va continuer de parler de marketing B2B pendant toute cette journée. Un grand merci à vous trois pour ce partage d'expérience et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous dis à dans un instant.